Reuven. Voilà. Voilà. Shalom à tous, on se retrouve ce soir pour un cours par le docteur Michael Gross sur la paracha. Donc, c'est un cours sur la paracha de Balak avec pour titre La tente et le temple. Bechavod. Oui, la tente et le temple, ça, c'est des mots qui se rapprochent au niveau du son. La tente, c'est quand même autre chose, c'est là où on habite. Le temple, c'est là où on essaie d'avoir une élévation vers le spirituel. Et il y a un écart entre les deux. Mais en fait, j'ai choisi ce titre à partir d'un passouk de la paracha qu'on va tout de suite faire monter. Le voici. Il va falloir agrandir, voilà. Et comme d'habitude, on va agrandir le texte. Et fait parachat Balak. Et on connaît l'histoire de Balak et de Bilham qui ont essayé de repousser le peuple juif qui s'approche d'Eretz Israël avec un système un peu bizarre aujourd'hui dans notre monde rationnel et technologique, et par le dibour, par la parole, par la malédiction, par des cérémonies qui semblent être mystiques, essayer de repousser la venue du peuple juif sur la terre qui l'attend. Et on sait l'histoire que finalement, Bilham a accepté l'invitation de Balak de participer à cet essai, mais il l'a prévenu à l'avance qu'il ne pourra pas s'exprimer en dehors de la volonté divine. Et c'est ce qui arrive finalement. Je saute sur l'épisode avec l'ânesse qui est vraiment extraordinaire. Et en fait, le sujet de la paracha qui transfère toute la paracha, c'est la force de la parole, que peut-être on aura encore une autre occasion d'en parler. Et pour l'instant, je me concentre sur ces versets-là que vous avez sur l'écran et qui est un des plus beaux passages de ce que nous a donné Bilham. Et c'est ce qu'il dit, en fait, lorsqu'il a renoncé à essayer de tricher. Il a essayé sans arrêt de contourner, d'arriver à maudire, et comme il a vu qu'il ne réussit pas, alors il a dit, bon, puisque je ne peux pas maudire, je vais bénir. Et à ce moment-là, il dit les phrases suivantes, Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Il voit le campement de Bnei Israël et il s'exclame Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israël. Qu'elles sont belles, je prends là la traduction du rabbinat, qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Et là, on a la tente, ô Halim, Mishkenot. Enfin, le Mishkan, c'est le temple, comme on sait d'habitude. Et il traduit demeure, il a sans doute raison, mais on verra tout de suite de quoi il s'agit. Et à partir de là, de ce titre-là, on a des versets qui viennent compléter la chose et l'embellir. D'abord, le verset 6 avec des comparaisons au monde végétal, qui כי נחלים ניטאיו כגנות עלי נהר, כהעלים נטע השם, כארזים עלי מים. Il compare le campement et les tentes d'Israël qui se développent comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve. Dieu les a plantés comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Et, un paysage très à la fois poétique et à la fois très paisible et à la fois qui donne une force de vitalité et de progression et s'élève et qu'ils sortent comme des vergers, comme des plantes, comme des aloès. Ce sont des plantes qui donnent une bonne odeur. On connaît l'aloe vera, qui est le vrai aloès, peut-être aloès, et comme des cèdres au bord des eaux. Et le verset 7 ajoute à ce développement l'abondance, la sève ruisselle de ses branches. Yizalmaïm middaleav.
וזרעו במים רבים, et sa graine est abondamment arrosée. Son roi est plus grand que né Agag, sa royauté est souveraine. On a là une force et une puissance qui va en crescendo, qui va et qui s'amoncelle et qui amène finalement au verset 8. El motzi'o mitzrayim keto'afot ro'em lo, on parle de la sortie d'Égypte qui était un début et qui n'était pas très, disons, très avantageux. Motzi'o mitzrayim, mais finalement ils arrivent, ils sortent keto'afot ro'em lo, comme l'élan qui est celui du Rehem, qui a des cornes impressionnantes, et avec ces cornes-là, il va combattre tous ses ennemis. Yochal goyim tzara vatzmotehem yegarem vechitzam imchatz. Il va les attaquer, briser leurs os, trempe ses flèches dans leur sang. Finalement, il arrive à s'élever au-dessus de tous ceux qui essayent de l'empêcher de progresser, et il arrive à la victoire, et après la victoire contre tous les ennemis et tous ceux qui veulent embrouiller son chemin, finalement on arrive au repos. Kara, Shachav, Ke'ari, Uchelavi, il se couche, repose comme un lion, comme un léopard. Mi Ekimeno, qui osera à partir de cela le réveiller, et finalement tout le monde essaie de l'encourager et de participer à cette réussite. Et celui qui le bénisse sera béni, et celui qui, chas v'shalom, maudit, sera lui-même maudit. Mevarecha baruch, vorecha arur. Et c'est comme ça que Bilham, qui a été appelé à maudire le peuple juif, finalement, et maudit ceux qui essayent de passer outre, de l'empêcher dans sa progression. Ça, c'est plus ou moins le pshat du verset. Ce sont des versets poétiques qu'on peut amener dans beaucoup de directions, mais en fait, c'est comme ça qu'on peut voir les tentes d'Israël qui seront autour du Mishkan et qui campent en allant vers Eretz Israël. Et leur premier là, une grande réussite et une grande victoire. Et après que nous avons vu le pshat, nous verrons maintenant les interprétations du Ben Ishraï. La première, vous voyez qu'il va prendre là tous j'ai mis là en gras, les parties du verset, Ma tovo alecha Yaakov, mishkanotecha Israël, ki nechaim nitalu, et tout cela, il va nous les interpréter une fois et une seconde fois. Dans un autre livre, le premier c'est dans le livre de Ben Ishraï que nous avons déjà utilisé, et le second, on devra en parler, c'est un livre qui s'appelle Imre Bina, et encore une fois là, il reprend Ma tovo alecha Yaakov, mishkanotecha Israël, ki netaim nitayu, et on verra donc ces deux interprétations midrashiques du Ben Ishraï qui faisait des drashot, et il utilise les versets pour transmettre les idées qu'il veut nous transmettre, qu'il veut nous enseigner. Et la première, c'est donc Ben Ishraï, le livre qui porte ce nom-là, du Rav Yosef Chaim. Shana Shnia, nous avons déjà dit que ce livre-là a deux parties, première année, deuxième année, et en 2 ans, il essaye de recouvrir l'essentiel des halachot qu'il veut transmettre et qu'il a divisé selon les parashiot de chaque semaine. Et avant la halacha, qui à Parashat Balak, la deuxième année, parle de Yain Neser, de l'interdiction de boire du vin des goyim. Et avant les halachot, il y a toujours une introduction. Les halachot, on ne va pas s'occuper de cette semaine. On va voir ce qu'il, dans cette introduction, il rappelle les psukim que nous avons vus, et on va voir dans quelle direction il nous emmène. Ma tovu alecha Yaakov mishkanotecha Israël. Et là, il nous dit la chose suivante. Ohel, la tente, c'est souvent d'ailleurs comme ça dans le Midrash, les tentes sont appelées Ohala Shel Torah. Ce sont les endroits
où on étudie la Torah, comme il nous dit ici, ça c'est le Beth Midrash. Comme par exemple, quand on dit à propos de Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, il était dans des tentes. Encore aujourd'hui, beaucoup de yeshivot s'appellent Ohel Yaakov, Ohel Avraham, Ohel Yitzhak, et la tente comme symbole du lieu où on étudie la Torah. Et donc, slicha, et donc, Ma Tovu Oalecha Yaakov, c'est l'endroit, c'est le Beth Midrash où on étudie la Torah. Qu'est-ce que c'est Mishkenotecha Israël? On a vu la traduction, les demeures. Et là aussi, le Rav Yosef Chaim traduit ça, c'est la demeure où on habite. Gam Beto Sheyoshev Bo Balayla. Le jour, on est au Beth Midrash. La nuit et le soir, on rentre chez soi à la maison, mais la maison est un mishkan, la demeure est un sanctuaire. Et donc, Gamhum Kudash, la maison dans laquelle on avait été également sanctifiée. Qu'est-ce qu'il sanctifie la maison? C'est qu'également à la maison, comme on est en train de le faire, on étudie la Torah et qui est donc il a fait. Et donc, comme il dit ici, on passe du Beth Midrash à la maison et finalement on passe de la maison au Beth Midrash et on est sans arrêt en une continuation de progression. Michaïl el Chaïl, de force en force, c'est un verset que j'ai rapporté là ici en bas. Et Yelchou Michaïl el Chaïl yireh el Elohim betzion. À la traduction, il s'avance avec une force toujours croissante quand on passe de l'étude du Beth Midrash à l'étude à la maison et de l'étude personnelle à la maison à l'étude collective et au Beth Midrash. Finalement, on arrivera Iré et l'Elohim Betzion, on arrivera à se poser devant Dieu à Sion. Ça, c'est l'image qu'il nous donne. Alors, il nous dit, Ma tovu o alecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Et cette introduction-là, ce titre-là qui va suivre dans les versets suivants, va nous amener à faire les louanges de l'étude de la Torah. C'est dans cette direction-là qu'il nous emmène. Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël, comme c'est beau, comme c'est bon, comme c'est bien et comme c'est élevé, et l'étude de la Torah qui passe du Beth Midrash à la maison et de la maison, disons l'intimité familiale, revient à la communauté et à la collectivité et du Beth Midrash, Bate Midrashot shemeleim Torah, et Batim Sheshochnim Betocham, et là aussi on entend la voix de la Torah, et il y a fait. Et donc, c'est comparé, on a vu les 4 comparaisons, qui nechalim nitayu, comme des rivières, comment on a traduit cela, comme des vallées, comme des vergers le long d'un fleuve, comme des vergers le long du fleuve, comme des aloès et comme des cèdres. Qu'est-ce que c'est tout cela? Elle vient nous dire, et là, plus ou moins, il s'arrête dans sa comparaison en nous souhaitant Isal Maïm Midaliav, et que, selon la traduction, la sève ruisselle de ses branches. On va voir de quelle manière il va nous bénir le Rav Yosef Chaim avec ce verset-là. Kinechalim nitayu. Donc, première comparaison de ceux qui étudient la Torah au Beth Midrash et à la maison, ils les comparent à des nechalim, à des fleuves. Cette idée-là que l'étude de la Torah est comme un fleuve. Ça demande un peu de créativité. Et pour cela, le Rav Yosef Chaim utilise un verset que nous connaissons dans le livre de Kohelet, Kol ha-nechalim olchim el hayam. On va voir la traduction. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'en est pas remplie. Vers l'endroit qui est assigné au fleuve, ils dirigent invariablement leur cours. Autrement dit, on voit le fleuve qui coule et qui arrive toujours à la mer, mais la mer ne s'est jamais remplie.
comme s'il y a une énergie et qui coule et qui est abondante et qui continue dans ce sens-là. Il est très proche du pshat du verset, mais il ajoute là, finalement, ça mène à quoi? Ça se remplit pas, c'est jamais arrivé à être rassasié. Il y a toujours une abondance qui continue et qui continue et qui continue et qui continue sans jamais s'arrêter et sans jamais avoir besoin même de finir. Et il nous dit, c'est la même chose dans l'étude de la Torah. Et effectivement, il utilise les deux comparaisons. D'un côté, et c'est un fleuve qui ne s'arrête jamais. L'étude de la Torah, c'est une chose que l'on peut toujours revenir. Shavim le Machar, chaque année, on revient à Parashat Balak et chaque fois, on y découvre quelque chose de nouveau. L'étude de la Torah est comme une source qui sans arrêt nous alimente sans vraiment d'interruption. Ça continue, ça continue, ça continue. Gam hem olchim el hayam, c'est Bet HaMidrash. Hayam enenu malé, et la mer ne se remplit jamais. De quoi elle peut se remplir, la mer? Elle peut se remplir hevel piem, du souffle de la Torah. Et en fait, comme il nous donne une image, comme si ceux qui vont au Beth Midrash et étudient la Torah, eh ben sans arrêt, ils créent de la Torah. Il y a un souffle de vie, mais le Beth Midrash n'est jamais rempli. C'est quelque chose qui dépasse les règles de la physique. On y ajoute, on y ajoute, on y ajoute, et on n'est jamais arrivé à saturité. Et Hevel Shel Torah Yotze Mipiem, Techef Ole Lemala. Là, il nous explique pourquoi on n'arrive pas finalement à remplir le Beth Midrash de Torah, parce qu'on étudie la Torah Lishma, Kol Torah Lishma. Là, il ne nous explique pas, mais il nous oriente vers une autre dracha qu'il a fait, où il nous parle à Niré, et je vais vous raconter, et là-bas, il nous raconte une histoire. Et je vais vous raconter l'histoire assez rapidement. L'histoire est la suivante. Un beau jour, le Rav rentre dans le Beth Midrash. Il voit les élèves, les Talmidei Yeshiva, qui étudient chacun avec sa chavruta et avec la Gemara sur le podium. Et je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un Beth Midrash, ça fait beaucoup de bruit. Ce n'est pas comme une bibliothèque où à peine vous éternuez, tout le monde se retourne pour voir qui c'est qui a fait. Non, dans un Beth Midrash, c'est très vivant. Tous les gens qui discutent, eh ben, ils discutent à voix haute, et s'ils ils sont convaincus qu'ils ont raison, eh ben, ils cherchent à convaincre également l'autre, et puis l'autre, il amène et il refute. Mais non, mais c'est pas comme ça, mais si, regarde comment c'est marqué, etc., etc. Il y a beaucoup de action dans le Beth Midrash, ça fait beaucoup de bruit. Alors le Rav, il rentre dans le Beth Midrash, il dit, waouh, c'est plein de Torah ici. Le bruit et les mouvements, etc. C'est plein de Torah ici, ça monte jusqu'au plafond. C'est rempli, c'est dense de Torah. Danse avec un E, oui, on danse pas, c'est pas con. Mais oui, c'est très dense, il y a tellement de Torah dans un petit Beth Midrash. Alors, où ça va? Eh ben, c'est rempli, ça va jusqu'au plafond. Et alors, les Talmidim, qui ont entendu l'exclamation du Rav, étaient très contents. Ils ont pris ça comme un compliment qu'effectivement, leur Torah a une grande influence. Alors le Rav lui dit, attends, il tape sur son pupitre et dit, vous ne m'avez pas compris. Au contraire. Pourquoi au contraire? Parce qu'il dit, ce qu'il voulait dire, c'est la chose suivante. Quand on étudie la Torah, l'olishma, c'est-à-dire avec, pas pour la Torah, pour un intérêt quelconque, pour être calé, pour avoir de l'honneur, peut-être même pour y trouver un gagne-pain ou d'autres avantages terrestres, alors la Torah à ce moment-là reste ici, elle stagne. Elle est ici sur terre, elle reste dans le Beth Midrash. Elle ne s'envole pas ailleurs. Elle lui dit, donc quand vous étudiez, vous, la Torah, et vous essayez de gagner
si on peut dire, sur votre chavruta, avoir plus raison que l'autre. C'est pas la vérité que vous cherchez, c'est la victoire, si on peut dire, pour montrer que vous avez mieux compris, vous savez plus, etc., etc. Cette compétition-là, non, 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 non. Alors à ce moment-là, la Torah que vous étudiez, c'est très bien que vous étudiez, mais elle reste ici. Elle reste dans le Beth Midrash. Alors, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit comme un peu comme un ballon. Ça ne va pas éclater parce que les murs sont assez forts, mais finalement, toute la maison ici, la Torah est dense de Torah. Mais si vous aviez étudié la Torah, l'Ishma, comme une valeur en soi, pas une valeur terrestre, mais une valeur spirituelle pour la Torah, pour l'élévation de la Torah, à ce moment-là, la Torah dépasse les murs du Beth Midrash et son influence va au-delà et dans le sens horizontal, elle a une influence l'extérieur et non seulement ça, elle s'envole aussi vers les hauteurs spirituelles, une Torah lishma, une Torah qui veut chercher la vérité, et bien elle s'élève bien au-delà. Et donc, on reprend maintenant. Et donc, c'est ce qu'il voulait dire là. Et si vous voulez que la Torah vous envole et vous élève, eh bien, il faut étudier la Torah l'ishma et pas pour des intérêts pécuniaires et cela ou autre. Et là où est mon texte, le voici, on va le revenir. Voilà, c'est ce qu'il nous dit ici. Alors, ils étudient la Torah l'Ishma, puisqu'ils étudient la Torah l'Ishma, alors la mer, Hayam, Enenu Maleh, il ne peut pas se remplir parce que la Torah ne remplit pas, elle n'a pas de limite, elle n'est pas dans un contenant qui doit être rempli, elle est en-sophite, elle est immense et sans fin. Et donc, la Torah, quand on étudie l'Ishma, elle continue. Et c'est ce qu'il voulait dire, le souffle de la Torah, en hevel Toratam olalema, ceux qui étudient l'Ishma, mais ceux qui étudient comme il faut, eh bien, leur Torah dépasse et va dans les mondes supérieurs. Et donc, la Yam, le Beth Midrash, ne se remplit pas, la mer n'arrive pas à saturation. Et on continue. Keganot alenahar. Et la Torah que nous étudions, elle est comme un jardin sur les fleuves. Domim le Gina. Et là, il nous dit le Gina, le jardin, un beau jardin, eh bien, il a le mérite d'avoir beaucoup de fleurs différentes. Ce n'est pas un jardin qui est monotone et qui est monochrome. Il faut avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de sortes, beaucoup d'odeurs, beaucoup de choses. Et la même chose pour l'étude de la Torah, ce n'est pas monolithe, une seule. Il y a beaucoup de minezraim veyerakot. Il y a beaucoup de sortes de graines et beaucoup de sortes de végétaux qui grandissent là. Comme ça, c'est l'omdé à Torah, hem chavurot. Il y en a qui étudient Seder Zraim, c'est-à-dire ce qui concerne les mitzvot qui se rapportent à l'agriculture. Il y en a qui étudient Seder Moed, les mitzvot qui sont en rapport avec les événements du calendrier. Il y en a qui étudient Seder Nashim, les halachot concernant la vie matrimoniale, etc., etc. On peut continuer qu'effectivement, la Torah, si on veut comparer à un beau jardin, eh bien, il y a la Torah Shebirtav, il y a la Torah Shebe'al Peh, il y a la Halacha, il y a la Kabbalah, il y a la Marshava, la pensée juive, et il y a différentes manières d'étudier la Torah. Il y a non seulement, comme on l'a vu il y a un instant, la Torah peut élever la personne très haute, mais il y a aussi une multiplicité et une diversité qui enjolive la chose. Et donc, Kiganot Alenaha, l'étude de la Torah est comme un beau jardin. Mais en plus, on continue. Ahalim, c'est qu'on a vu l'aloès.
comme ça on dit en français, je ne connaissais pas ce mot, mais le Rav Yosef Chaim pense qu'il s'agit de quelque chose, d'une plante qui a une bonne odeur, qui est un parfum, Bessamim, et donc là il trouve l'idée que pas seulement que celui qui étudie en profite de son étude, mais il y a une influence extérieure qui se propage comme une bonne odeur qui va influencer Toratam, Nodef le Merachok. La Torah a une bonne influence qui va au-delà du Beth Hamidrash, comme on l'a vu à propos de la mer qui ne se remplit pas. Et Arazim Alemaï, mais pour arriver à ce niveau-là, il faut que la Torah, effectivement, soit comme des cèdres qui poussent au bord de l'eau. Cette promiscuité-là de la plante avec la source d'alimentation, c'est ça qui donne la force à la Torah également, c'est-à-dire Dvekim bo el mekom chayutam, et la volonté de ceux qui étudient la Torah de se rapprocher de la source de la vie et mekom hagdusha et de la sainteté, et donc cette promiscuité-là qui fait pas un écart entre ce qu'on étudie et la recherche de la spiritualité qui est imprégnée dans les textes, et cette volonté-là, c'est ce qu'il appelle les cèdres qui poussent au bord de l'eau. Et cette image-là permet donc à une élévation, à une force de vie, une vitalité dans l'étude de la Torah qui amène finalement Kol echad ve'echad yizal ma'im midaliav, il coulera, comme on a dit, d'après la traduction, oui, les sèves. La sève ruisselle de ses branches. Daliav, c'est les branches, Yizal Ma'im. A dû traduire ici. Et la sève, mais là, le Rav Yosef Chaim va un peu différemment. Il nous dit Yizalo Shefa Bishorosho le Mala. C'est-à-dire, Shorosho le Mala, c'est considérer que chaque individu, chaque créature a ses racines, pas profondément dans le sol terrestre, mais plutôt profondément dans le sol, si on peut dire, dans les cieux, plutôt d'en haut, c'est-à-dire il faut renverser l'arbre. Notre vitalité provient de la spiritualité supérieure, et donc, Yizal Maïm Midaliav, ce qui va couler, et c'est cette shefa, cette abondance sainte qui vient des mondes supérieurs sur chacun et chacune qui étudie la Torah. Kol echad ve'echad yizal ma'im midaliav. Il aura donc l'abondance et la bracha, et comme un dli amérique lomaim, comme un seau qui fait couler de l'eau. Je rappelle que de ce même verset-là, les Chachamim dans la Gemara nous disent que justement la Torah provient, et faites attention, portez votre attention plutôt à ceux qui n'ont pas les moyens, pour que si vous les donnez une bonne éducation, finalement, ils seront eux aussi pleins de Torah et pleins de bonnes actions. D'où ça vient cela? Parce que la dracha dit Midaliav, Dal, c'est un pauvre. Yizal Maïm Midaliav, la Torah finalement sortira, coulera de ceux qui ont des provenances, disons, socio-économiques, comme on dit aujourd'hui, et de bas. En fait, une dracha de la Gemara qui vient renverser l'échelle sociale et qui dit que finalement l'éducation et la formation dans l'étude permet à ceux qui ont des moyens appauvris au début, finalement c'est eux qui enseigneront la Torah à d'autres. Et il a fait, en tous les cas, cette dracha-là que nous avons vu là, que le Rav Yosef Chaim a pris ce passage de Bilham dans la paracha pour renforcer la valeur de l'étude de la Torah, l'embellir et l'organiser entre le Beth Hamidrash qui est Ohel et la maison
qui est Mishkan, et les deux se complètent l'un vers l'autre. Ils vont, l'un renforce l'autre, la maison renforce l'étude, l'étude renforce la maison, et les deux ensemble finalement permettent à l'individu de recevoir toute la bracha d'Akadosh Baruch Hu et de la Gdusha qui remplit l'homme, que ce soit une bracha matérielle ou spirituelle. Bien fait. Ceci dit, je passe à une autre dracha du même Rav Yosef Chaim de Bagdad, à une autre occasion, et qui se trouve dans un autre livre qui s'appelle Imre Bina. Quelques mots sur ce livre qui est spécial et surtout de ce qui est marché par la suite. Darush Echad Lechinuch Midrash Talmud Torah. De quoi il s'agit ici? Pour cela, je vais nouveau enlever. De quoi il s'agit ici? Il s'agit d'un Shabbat qui était sans doute Shabbat Parashat Balak. Et à cette occasion-là, il y avait un kiddush dans la communauté de Bagdad. Tout le monde était invité, essentiellement les responsables de la communauté et les élites, et à venir à ce kiddush. Ce kiddush n'était pas dans la choule, dans la synagogue du Bet, où on a prié, mais il fallait se rendre au Bet Sefer, à l'école. Pas une simple école, une école de l'Alliance juive universelle qui a été ouverte justement à Shabbat, et l'Alliance, qu'on appelle en hébreu Kiach, Kol Yisrael Chaverim, l'Alliance a donc ouvert une école à Bagdad. C'était en 1902. En fait, ce n'était pas la première école qui a été ouverte à Bagdad par l'Alliance. Déjà, l'Alliance a ouvert une école pour garçons en 1834, ce qui était bien 34 ou 64? 64, pardon. Non, là, je me trompe. Non? Oui, en 1864. En tous les cas, 30 ans avant que cette école, dont on est question là maintenant, est ouverte. Et donc, on connaissait déjà l'Alliance à Bagdad. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y en a qui n'aimaient pas l'ambiance européenne, il y en a qui pensaient que cette école-là écartait les enfants de la tradition, qu'on leur enseignait des choses qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. Et en fait, ça créait une nouvelle ambiance. Et donc, il y en a qui étaient très opposés, que c'était le même problème dans tout le monde musulman que les Européens, c'était les Français en fait, Crémieux. Et d'autres voulaient en fait rehausser le niveau scolaire des enfants du monde juif dans les pays arabes, au Nord-Afrique ou même en Syrie ou en Liban et à Bagdad. Et donc, il y avait une nouvelle école qui s'est ouverte, encore une, à Bagdad. Il y avait déjà une école de filles à ce moment-là, et donc ils ont trouvé les moyens et les riches de la communauté pour effectivement et faire cette nouvelle école. Elle s'ouvre et le Rav Yosef Chaim, qui bien qu'il n'avait pas de fonction officielle dans la communauté, était considéré comme le rabbin, la personnalité toranique la plus importante, et donc il a été également invité et il va faire sa dracha, et cette dracha-là, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle Imre Bina. Ce livre-là est un peu spécial, je ne vais pas beaucoup en parler, mais non, c'est pas ça. Non, je me suis trompé un instant. C'est Parashat Balak, c'est ça. Voilà. Et le livre Imre Bina a plusieurs parties. La première partie est spéciale, c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler. Ce sont des devinettes. Des devinettes qu'a écrit le Rav Yosef Chaim. Il écrit des devinettes toraniques, de compréhension de la Torah, mais également des devinettes qui n'ont rien à voir avec la Torah, des questions de calcul, des questions de connaissance générale, des questions de logique, et qu'il écrit et qu'il présente et qu'il explique que essayer de
de résoudre ces devinettes-là forme l'esprit et peut aider aux enfants et aux adolescents à développer leur manière de réfléchir. Et ça vaut la peine de voir ces devinettes. La deuxième partie de ce livre-là, ce sont des questions qu'il appelle des questions rationnelles et parce qu'elle pose des questions, pourquoi c'est logique de faire telle mitzvah? Pourquoi c'est logique d'interdire le Shabbat des actions, des actes qui ne font pas, qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts, par exemple? Ou pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec sa tante, mais on peut se marier avec sa nièce? Et d'autres, des questions de cette manière-là, qu'il répond également d'une manière rationnelle et pas comme il a l'habitude, en amenant des textes, etc. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est donc les drachot qu'il a fait à l'occasion de l'inauguration de 2 écoles. Ça, c'est la première. C'était sans doute Parashat Balak. Et c'est pour ça que, en tout cas, c'était Shabbat, c'est évident. Et il utilise les psukim de notre parasha, Ma tovu olecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Mais si tout à l'heure, le Ohel, c'était le Beth HaMidrash, et le Mishkan, c'était la demeure particulière de tout un chacun, maintenant, ça change un peu. Et il nous dit Ohel, Shehem Araï, c'est-à-dire la tente, c'est une demeure également, mais c'est une demeure provisoire. Alors que Mishkan, c'est une demeure Shehem Keva, qui est beaucoup plus stable et qui est continue. Et il y a une certaine stabilité entre ce qui est provisoire et ce qui est finalement durable. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il dit, il y a 2 choses. Il y a les choses qui sont provisoires, il y a des choses qui sont durables. Qu'est-ce qui est provisoire? Eh bien, ce monde-ci, il est provisoire. Quel est le monde qui est durable? Ben, c'est le monde supérieur, c'est le Olam Haba. Il nous dit maintenant que non, avant que voir cette phrase-là, il faut voir la phrase précédente. Il nous dit la chose suivante. Dans une chambre, on peut appeler Ohel. Dans une autre, on appelle Mishkan. Dans la première, on étudie la Shon Ush'ar Derech Eretz. Dans une salle, on étudie la langue, c'est-à-dire l'arabe, et peut-être aussi le turc, puisque c'était l'Empire ottoman. Et puis peut-être aussi le français, puisque s'agit de l'Alliance. En tous les cas, on apprend les langues. Ush'ar derech eretz, ce sont les autres, ce qu'on appelle matière profane, c'est-à-dire, il fait la liste d'ailleurs dans sa dracha, cheshbon, il s'agit d'apprendre le calcul, d'apprendre la géographie, un peu de connaissance générale sur la manière dont le monde fonctionne, et d'autres matières que on a besoin de savoir pour pouvoir vivre dans ce monde-ci, ce qu'il appelle derech eretz, la manière de se comporter et de vivre dans le monde terrestre. Donc, il y a des salles où on apprend ces matières-là. Ça on appelle Ohel. Et il y a d'autres salles où on apprend Mishkenot, où il faut apprendre des choses beaucoup plus durables. Shehem lomdim bahem Torah. Et donc, d'après le Rav, on peut étudier. Il faut même étudier tout de suite, on va le voir. Et les domaines, les matières profanes, les limoudei chol, mais il dit pas dans la même salle où on étudie la Torah. Là, on étudie la Torah, c'est une chose. Là, on étudie les autres matières, c'est autre chose. Ne mélangez pas les torchons et les serviettes. Chaque chose doit être étudiée dans un autre cadre, dans une autre classe. Mais, il ajoute, ne les séparez pas véritablement dans la même cour, dans le même établissement. Vous devez avoir des salles pour l'étude de la Torah et des classes pour l'étude des autres matières dans le même bâtiment, oskim beshnehem beyachad. D'où est-ce qu'il sort qu'il faut étudier les deux ensemble dans le même établissement scolaire? Parce que c'est marqué
Ma tovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël, c'est dans le même verset. Dans le même verset, on parle de ce qui est accessoire, le ohel, les matières profanes, et ce qui est essentiel et durable, la Torah, on les enseigne ensemble. Ces deux domaines doivent être reliés l'un à l'autre. Et ceux qui étudient là-bas dans une école de cette manière-là, c'est-à-dire l'école de l'Alliance juive universelle, ceux qui étudient là-bas, Yelchu Michael El Chayil, comme on l'a vu précédemment, c'est le même verset du livre de Kohelet qu'il reprend, c'est-à-dire ils s'avanceront avec une force toujours croissante parce qu'ils ne font pas véritablement une séparation entre les deux. Ils savent la différence, mais ils en font un complément et pas une compétition entre les deux. Et à partir de là, de ce titre-là, il reprend tous les compliments et les comparaisons qu'on a fait, et il complète donc cette idée-là et il choisit de faire louange à cet établissement-là qui a été établi à Bagdad, et il compare le système éducatif à des fleuves. Ils s'étendent comme des fleuves, et il dit les fleuves ont deux avantages. Ils donnent de l'eau aux hommes et ils donnent de l'eau à la Adama, à la terre. Et donc, la même chose, Ken Bate Midrashot Elou, il appelle ça les écoles Bate Midrash, elles donnent de l'eau chez le Torah, la Nefesh, ça c'est l'homme, et ils donnent de l'eau des matières profanes, ce qu'on appelle Derech Eretz, au corps, comme la personne humaine. Et chaque juif est une personne humaine, eh bien, il y a dans lui une part terrestre et une part céleste. La part terrestre, c'est son corps, la part céleste, c'est son âme. Et de la même manière qu'il y a le ciel, Rakia, il y a Ara, il y a la terre, un établissement qui élève la personne et qui l'éduque dans ces deux domaines-là, et dans la terre, et dans le ciel, et l'âme, et le corps, ça c'est que Nechalim Nitayou, ça c'est comme font exactement les fleuves qui apportent de l'eau et une vitalité aux hommes, aux bêtes et à la nature. Ils sont comme des jardins qui grandissent au bord du fleuve. Et pourquoi ça correspond très bien au jardin? L'établissement doit être comme un jardin. Une école doit être comme un jardin. Dans quel sens ça doit être un jardin? Il dit d'abord, Bri'im ou Marehem Tov. On est en bonne santé et on a bonne mine. Deshenim vera'ananim, ils sont, comment dire, alertes et plein de vigorosité. Et à ce moment-là, les jardins. Et alors, à ce moment-là, oui, on peut donner des fruits très rapidement et très. Et la même chose, c'est au propos des écoles qui ont des enseignants valables et qui n'ont pas seulement un contenu du point de vue des matières qui sont enseignées, qui sont valables et qui sont bonnes, mais essentiellement, il ajoute là dans ce paragraphe que les conditions physiques de l'école doivent être de telle manière qu'il soit yafé ou metoukan, bien introduit et joliment construit, et un habitacle qui fait bonne impression, binyan chashuv, et ceux qui vont étudier là-bas, masbiim otam ba'achila veshtia, on leur donne à manger et à boire, qui n'est pas faim et qui n'est pas soif et qui n'est pas chaud et qui n'ont pas froid en hiver. Autrement dit, il fait les louanges de l'école, et pas seulement dans ce qu'ils enseignent, mais dans
dans la misguère et dans le cadre dans lequel les choses est organisée, il y voit quelque chose de très bien, il faut dire, et il le dit d'ailleurs, que les autres possibilités qu'il y a à Bagdad étaient en fait deux choses, deux sortes d'établissements. Un, c'était des établissements privés où un Melamed enseignait. Comme ça se faisait dans toutes les communautés juives du monde, où 5, 6, 10 familles allaient voir quelqu'un qui savait un peu plus et on leur lui disait, ben, enseigne nos enfants, et les enfants étudiaient et d'habitude chez le Melamed, chez lui à la maison, qui n'avait pas de bonnes conditions. Il lui mettait par terre une espèce de tapis, ils n'avaient pas de chaise, ils étaient mal nourris, et ces conditions-là d'études, dit le Rav Yosef Chaim, on ne peut pas comme ça amener les gens, ce qu'il appelle Yishuv Hadat, avec une bonne ambiance, ce qu'on appelle aujourd'hui ambiance scolaire, et de compréhension et de bonne volonté. Et pour étudier, ils n'ont pas les bonnes conditions pour cela. Ils doivent avoir une bonne aptitude à l'étude. Nafsham nocha lekabel halimud becheshek rav. Pour que les enfants étudient comme il faut qu'ils aient des bonnes conditions physiques. Et ça, ce qu'il appelle ganot alena. Qu'ahalim ala Hashem, il ajoute pas seulement la maison est bonne et tout ce qui est bien, mais ça doit être comme un halim, ce sont des bessamim, on l'a dit précédemment, ce sont des herbes qui ont une bonne odeur. Et bien effectivement, dans l'établissement scolaire, il doit avoir un air pur et pas une mauvaise odeur, une mauvaise odeur, et c'est du rassis et de saleté. Ça doit être nakiv et tahor, ça doit être propre et beau. Et il ajoute encore en plus que ces plantes-là qu'on appelle ahalim, à l'aloès, les plantes qui donnent une bonne odeur, les bessamim, on a l'habitude de les planter dans ce qu'on appelle atzitzim. En arabe, ça s'appelle Sadna'ana, je ne sais pas, il a employé là le mot arabe. D'ailleurs, ces drachot étaient en arabe. Il les écrivait en ivrite, mais ça le disait évidemment en arabe parce que pour que les gens le comprennent. Et il dit que ces plantes-là, on les plante dans des pots de fleurs, dans des atzitzim. Et alors, chacun à sa place. Il dit, ben, c'est comme ça que les enfants doivent être strictement assis à l'école, chez Yeshua, al-Kisaot, qu'ils aient une chaise pour s'asseoir, et pas comme ceux qui ont l'habitude de les faire asseoir sur une espèce de tapis, marcelet daka, à proussa à la carcasse sur le plancher. Et là encore, j'ai raccourci la citation, mais il ajoute là-dessus beaucoup disons, de remarques qu'il a à faire. J'ai dit qu'il y a une école, un établissement qui était du genre du Cheder, qui était privé et pas vraiment développé, où les enfants étudiaient celui qui arrivait. Il pouvait être plus âgé, moins âgé, plus calé, moins calé. Et le prof enseignait ce qu'il savait sans vraiment de programme d'enseignement. Et un autre établissement existait à Bagdad, c'était Bet Zelicha, ça c'était une yeshiva sérieuse, avec beaucoup d'enfants, mais peut-être trop, d'après cette dracha-là qui nous dit le Rav Yosef Chaim, c'est trop dense, il y a trop de personnes par mètre carré et il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez d'air et il n'y a pas surtout de réflexion sur le programme à enseigner. Et en fait, dans cette dracha-là et dans la seconde qu'il publie, le Rav Yosef Chaim fait vraiment la louange de ce qu'il voit, ce qui vient, cet apport des Juifs de l'étranger, et qui amène à Bagdad un nouvel esprit d'enseignement, une nouvelle méthode qu'il accepte véritablement. Et il nous dit il faut non seulement cela, que les enseignants doivent être ka'arazim alemaim, comme des cèdres au bord du fleuve. Il s'agit des enseignants qui sont d'abord
Non, disons, là, il parle dans ce passage-là que j'ai ramené ici des enfants, mais dans un autre, il parle effectivement des enseignants qui ne doivent pas être des gens qui sont, là, il compare à des cèdres qui ont la force d'enseigner, qui sont dans la force de l'âge, pas des vieux rabougris, mais des gens qui peuvent tenir une classe comme il faut. Et il explique véritablement les conditions qu'il faut avoir pour être un enseignant. Là, dans ce passage-là, il nous dit, les harazim, on a l'habitude de les planter en rangée, comme au choma la pardes, comme une, une barrière qui protège le verger. De la même manière, on doit organiser les enfants. Il dit, l'ifne rabam, shurot, shurot. C'est-à-dire, il faut les mettre par rangée et pas comme on a l'habitude de les mettre en rond, comme c'est l'habitude dans le Beth Midrash Agadol chez le Talmud Torah qui existait là à Bagdad. Et en fait, et ça, il faut le savoir, il faut même le faire savoir, parce que on oublie ces démarches-là. Il s'agit ici d'un rave, un des plus importants du monde sfarade, on peut dire de manière générale, et qui est un possède, qui est un mekoubal, qui est un nom que en fait tout le monde se rapporte à lui, et il était pour l'enseignement laïque, on peut dire, à Bagdad. Il le dit face à ceux qui dirigent les établissements de l'Alliance, mais il le dit également à ceux qui sont opposés à cette démarche-là. Mais il faut comprendre ce qu'il dit. Les deux drachot que nous avons vus aujourd'hui, c'est pas qu'il revient sur lui sur la première quand il donne la seconde. Il faut pas mal comprendre les choses. Le vrai Ben Ishraï, c'est celui du livre Ben Ishraï où il fait la louange de l'étude de la Torah. La Torah, c'est ça la Kedusha, c'est ça qu'il faut enseigner, c'est ça que nous avons, c'est ça qui nous relie à Kadosh Baruch Hu, et il faut l'étudier dans le Beth Midrash, et il faut l'étudier à la maison, et c'est ça l'essentiel. C'est ça qui est durable. Mais, parallèlement, il y a également le besoin, et pas seulement le besoin, mais l'obligation de vivre dans le monde terrestre dans lequel nous évoluons et avoir les capacités de se mesurer avec le monde du travail, d'avoir des manières de se vivre et d'amener nourriture à sa famille. Et de la même manière que s'occuper de la parnassa ne libère pas la personne de l'étude de la Torah, de la même manière, l'étude de la Torah ne libère pas la personne de s'occuper de sa maison et d'apporter pitance à ceux à qui il a la responsabilité. Et là, il faut ajouter ce qu'on a vu tout à l'heure à propos de Torah Lishma. Torah Lishma, ça veut dire que tu ne peux pas mélanger les deux. Tu ne peux pas faire de ta Torah une manière de gagne-pain. Pour lui, c'est aberrant, cette pensée-là d'utiliser les mitzvot pour, justement, pour la vie terrestre, pour la vie qui est accessoire. Et au contraire, il faut utiliser tous les possibles, tout ce que les acquis de ce monde-ci pour les consacrer à l'émou de la Torah, et pas l'inverse. Et donc, pour lui, l'étude de la Torah est essentielle, mais ça demande également une occupation profane qu'il faut mettre dans le véritable cadre, dans la véritable proportion. C'est que d'autres ont appelé, on a vu dans les livres de Vaïkra, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui parlait de Torah im derech eretz. Et dans d'autres régions, on disait Torah ve'avoda, ou bien Torah ou Mada. Et la Torah est le travail, la Torah est la science. Pour le Rav Yosef Chaim, il n'y a pas besoin de dire Torah ve'avoda ou Torah Mada. Non, il faut dire Torah Chaim. C'est tout. C'est comme ça que
que l'on vit la Torah. C'est comme ça qu'il conçoit. Et dans cette dracha que j'ai rapportée là maintenant, seulement une partie, celle qui a affaire avec Parashat Hashavua, et parce qu'il voit les psukim et il les interprète d'une manière de faire une actualisation pour les valeurs qu'il veut transmettre. Mais pour lui, c'est évident que cette manière-là de vivre, c'est comme ça qu'il faut vivre la Torah. Et j'insiste là-dessus parce que souvent on entend que non, qu'il y a d'autres manières. Eh bien, voilà encore le Rav Yosef Chaim qui ne pensait pas qu'il y a d'autres manières de se comporter et par rapport à la Torah. La Torah Chaim nous demande d'étudier la Torah sérieusement, de la connaître et de la vivre, et ça nous oblige également à s'occuper de ce monde ici-bas, pas pour en faire le monde ici quelque chose d'un idéal, mais parce que c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu nous a placés dans un monde qui a des besoins auxquels il faut répondre. Eh ben, nous, on avait l'école Akiba à Strasbourg, qui était vraiment un bon modèle d'établissement. Torah et profane. Et Nachon, Torah et Derech. C'est ce que je pense, ouais, voilà. En mettant les choses bien en place, oui, c'est comme ça. C'est comme ça que nous avons grandi. Dans les pays arabes, il y a certains pays arabes, je pense sunnites, il y a autour des mosquées un établissement qui s'appelle Madrasa. Oui. Et là-bas, c'est les étudiants étudier du Kodesh pour eux, évidemment, et du Chol. Et ça veut dire que ce que le Rav Ben Ishai. Oui. Et évidemment, je pense qu'il est entre les deux cultures et ça, c'est une influence de la culture. Il le dit d'ailleurs. C'est une influence de la culture musulmane qu'on introduit peut-être le Chol dans le Kodesh, etc. D'accord, oui, il y a une ambiance comme ça, bien que deux choses. La première, il n'y avait pas véritablement d'école, de lycée, disons, à Bagdad, avant que l'Alliance ait amené sa manière de construire une école. Et les musulmans de Bagdad ont appris, il y avait quelques établissements des chrétiens, des catholiques, etc. Mais dans le monde musulman, autour de la mosquée, c'était un peu différent. Et la madrasa avait effectivement cette manière d'être assis en rond, cette manière d'assis par terre, etc., et de réciter les versets et de cette manière d'enseigner. Effectivement, il y a un corollaire très proche entre la manière des madrasot et des chadarim. Et oui, c'était en fait la culture générale ambiante. Et ce qui est intéressant, c'est le Rav Yosef Chaim. On aurait pu s'imaginer qu'il soit plus chamran, conservateur. Mais non, il accepte. Il accepte le vent nouveau qui vient de l'extérieur. La modernité. Oui, la modernité. Maintenant, il faut quand même faut le dire que il était en bisbis avec les dirigeants. Il les a pas laissés faire tout ce qu'ils voulaient. Il vérifiait le programme, il vérifiait les conséquences éducatives, et lorsqu'il n'était pas content d'un directeur, il faisait ce qu'il fallait pour que le directeur soit changé. Et c'était pas automatique. Ce qui est pour lui important, c'est qu'on garde les valeurs du judaïsme, de la Torah, comme il faut, Torah ou mitzvot, mais qu'effectivement, les enfants progressent et apprennent un métier et peuvent faire vivre leur famille d'une manière bechavod, benachat ou berevach, qu'ils ont un bon salaire et une bonne ambiance de travail et qu'ils ne soient pas obligés de faire les petits menus travaux comme leurs parents le faisaient. Il faut savoir qu'une grande couche de la société juive à l'époque, on parle de 1902, il y avait une émigration des villages et des villes de la périphérie à Bagdad.
une grande partie de la communauté était pauvre et même très pauvre. Et donc, lorsqu'ils voient cette possibilité de donner à manger aux enfants, leur donner la nourriture et à boire et des habits, etc., il ne pouvait pas. Oui, il applaudissait, il était pour et il a combattu pour, effectivement, pour la réussite de ces établissements. Pour la cavote. תודה רבה לכם. תודה. שבת שלום. שבת שלום ומבורך. מבורך. מברכם ברוך, ושנזכה לברכות מרקיע ומשמעיה. כל טוב. שלום שלום. אמן כן יהי רצון. ביי ביי. ביי ביי.